laissez-moi vous parler de ma Côte-Nord. Un endroit où j'adore aller parce que, de un, je viens de là, mais surtout parce que j'adore la nature. La paix qu'on y retrouve quand on est là-bas, regarder les magnifiques levées de soleil, les superbes plages, la brise de l'air salin. On va faire de belles randonnées en forêt. Ensuite, les fruits de mer frais, le poisson qui nous provient de la mer, les soirées sur la plage à regarder un feu entouré des aurores boréales. Allez visiter ma Côte-Nord. Vous aussi, vous allez tomber en amour avec. Salut la gang, bienvenue à mon podcast Hugo Girard Sans Limites, où on parle des vrais sujets, sans filtre, sans compromis. Cette semaine, on rencontre un pompier de Montréal qui s'est fait diagnostiquer un cancer en 2016 et on lui avait annoncé qu'il y avait seulement que 3 mois à vivre. Donc, on discute avec un guerrier, un vrai Martin Salouin, et je vous fais ça sans limite. Hey, tiens, regarde, avant de commencer, là, je t'ai amené un petit quelque chose. Mais voyons donc. Ben oui. Ah, c'est moi qui ai reçu un cadeau. Parce que, tu sais, là, moi, j'ai écouté un petit peu tout ce que t'as fait, là, un petit peu avant moi, là. J'ai écouté une couple de podcasts, puis... Okay, t'as triché, là, t'as regardé ce que je faisais, là. puis j'ai le même sentiment que tous les gens qui s'assient ici. On est très honorés d'être assis ici avec toi, fait que c'était un petit... Ah, je voulais que tu le rouvres sans couteau. Ah, OK. Ah, je veux que tu me démontres ta force. Il a l'air d'avoir pas mal de thé. Il a l'air d'avoir pas mal de thé, puis là-dessus, il n'est pas ben d'ongles. Ça, c'était une attrape, hein? Ah, tabarouette. Alors, tu peux y aller avec ton couteau, gars. C'est pas de base à piquer, je serais pas capable. Tabarouette. Hey, tu sais quoi? J'ai fait ça non, parce que... tu m'as donné un défi mal réussi, là. Mais parce que... Sans le savoir, à Noël, cette année, j'avais enveloppé des cadeaux comme ça, sans penser que c'était un papier qui se déchire pas. Ah! Puis, écoute, c'était le running gag à côté, fait que j'ai dit, tiens, je vais l'essayer avec Hugo. Je vais pas être méchant, mais je vais trouver le moyen. Même si ça me prend 1 heure, la moitié du podcast va être pour essayer d'ouvrir ça. T'as pas que je suis en train de l'avoir. Gab me fait signe, là, oui. Il se déchire ton là, papier. On sait avec qui qu'on a affaire. Là, hey, il se déchire ton papier. Pensais-tu vraiment que t'allais m'avoir avec un peu de papier? Bon. OK. Ça, c'est une lumière? Ben, c'est pas tout à fait une lumière qu'il y a dedans. OK, fait que c'est pas ça. Non, il va falloir que je développe un peu. Head and back. Ouais. Là, tu vas pouvoir m'en parler. Oui. On avait déjà discuté tous les deux. Head and back. Voilà. Moi, en 2016, j'ai été diagnostiqué un adénome carcinome pulmonaire métastatique au cerveau de stade 4. Donc, j'avais pas une grande espérance de vie. Puis, c'était reconnu comme une maladie professionnelle parce que je suis pompier dans la vie, comme tu sais. Puis, moi, j'ai des collègues de travail qui étaient bien sensibilisés à ça. Puis, là, on est à l'ère de la décontamination. Donc, un incendie, là, maintenant, ça se combat plus du tout de la même façon qu'avant. C'est que là, les gars, quand, mettons, tu passes un cylindre, puis il faut que tu changes le cylindre, mais là, t'as tout un processus de décontamination. Tu te fais brosser, tu te fais laver. Quand tu reviens en caserne, nettoyer l'équipement, c'est totalement différent. Les gars vont encapsuler les habits de feu, ils vont aller les faire nettoyer. Fait que, tu sais, c'est... Puis moi, les gars qui travaillaient avec moi, ils étaient sensibilisés à cette cause-là, puis ils essayaient de trouver quelque chose d'innovateur. Puis ça, c'est un produit, en fait, qui vient décontaminer ta peau. Fait qu'après un incendie, on peut se laver avec ça. Fait que, puis même après un incendie ou après un gars qui travaille sur le béton ou dans le sable, aussitôt que tu as une atmosphère où il y a des particules fines, ben tu sais, ça colle sur ta peau, puis ça rentre dans ta peau, puis ça rentre dans le sang ensuite. Écoute, merci Martin, on va en faire bon usage parce que j'en ai un que quand je côtoie trop souvent. Je vais le pointer, mais pas le nommer. Fait que j'ai besoin de me décontaminer. On parle de Gabriel. Gabriel, c'est notre directeur photo, là. Fait que quand je passe trop de temps aux côtés, j'ai besoin de me décontaminer. Fait que c'est un super beau cadeau. Mais justement, tu me parles de maladies professionnelles. Tu sais, tu as vécu une histoire, puis
pour l'histoire, Martin, c'est un de mes chums. On l'appelle Maximus. Martin était pompier pour la ville de Montréal. Puis il va essayer de nous le raconter parce qu'il est arrivé un événement qui a changé ta vie. Oui, totalement. Fait que là, Martin, parle-moi de ça. Ton métier de pompier, toi, quand tu étais jeune, c'était-tu ton rêve? Ben écoute, moi, là, ça a commencé... j'avais peut-être une dizaine d'années. Je vivais chez mes parents, un petit quartier résidentiel tranquille. Puis en face de chez nous, directement en face de chez nous, il y a eu un incendie. C'était un couple de... Dans quelle ville? À Marieville. OK. Petit village de 5000 habitants à l'époque. Pompiers volontaires qui étaient là. Puis ces gens-là, ben moi, je gardais le chat quand ils partaient en vacances parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Eux autres, c'était des amoureux de chats. Puis j'avais une relation très proche avec ces gens-là. Mais là, cette nuit-là, quand ça s'est mal crié, puis là, je voyais des flammes sortir. Là, ils sont venus cogner chez nous. Puis là, ben c'était le 911, etc. Puis là, ben moi, j'étais collé dans la fenêtre. Puis là, je regardais les pompiers travailler, rentrer dans... Tu sais, ils ont ouvert la porte. Puis là, je voyais la fumée sortir. Puis là, j'étais comme... Oh, wow! Tu sais, là, j'étais vraiment impressionné de tout ça. Parce que moi, ça me mettait en parallèle que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, j'étais chétif. Puis, tu sais, là, l'émission L'Incroyable Hulk, là, oui. Tu sais, ben moi, là, je rêvais de devenir de même. Puis quand j'ai vu ça, j'ai comme fait, hey, ça, j'aimerais ça, mais pompier permanent dans le village que j'étais, c'était inexistant. Fait que je ne pouvais pas adhérer à une carrière professionnelle. C'était juste comme un à côté. Fait que c'est là que le rêve a pris naissance. Puis ça a pris plusieurs années avant que... Fait que parle-moi de ton cheminement. T'as-tu sorti des études secondaires pour devenir pompier ou t'as eu un cheminement qui t'a emmené ailleurs? Quand je suis sorti des études secondaires, j'ai fait un génie mécanique industriel. J'ai travaillé là-dedans. Je faisais des sous. Mais je n'étais pas épanoui dans le sens que je faisais des sous, mais j'avais pas de paye. Tu comprends? Tu sais, tu as un salaire dans la vie, mais une paye, c'est quand tu fais la différence de quelqu'un dans sa journée ou que tu vas chercher quelque chose. Mais ça, je ne l'avais pas. Puis j'ai travaillé 2 ans dans ce métier-là, en dessin industriel. Puis à un moment donné, ben il y a eu une grosse mise à pied. Puis à partir de là, il y a eu un offre que je pouvais retourner aux études. Fait que là, j'en ai profité pour aller faire... à l'époque, c'était un DEP. T'as fait ça où? À Laval, à l'IPIC, l'Institut professionnel des incendies. Combien de temps? C'était 2 ans à l'époque. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai quel âge à ce moment-là? J'ai 20... Moi, je suis rentré à l'IPIC, je suis rentré à cet âge, j'ai 24-25, là. Ça te prend-tu des préalables pour être pompier? Secondaire 5. That's it. Ben après ça, Oh oui, ton cours, pour rentrer dans le cours. Pour rentrer dans le cours, c'est ça. secondaire 5. Si j'aurais, au lieu d'aller faire un cégep 3 ans, après ça, j'ai travaillé 2 ans, comme je t'ai dit, puis après ça, je suis tombé sur le chômage, mais j'aurais pu faire mon secondaire 5 puis aller pompier tout de suite. Mais à ce moment-là, je sais pas que ça existe encore. Fait que là, je me tiens dans un gym parce que je veux devenir Hulk. Puis à un moment donné, je discute avec des policiers, je discute avec plein de monde, tu sais, je disais un policier, un monsieur qui s'entraînait, c'est un policier à retraite, puis il me dit, à un moment donné, tu sais, je parlais de ça, ben lui, il me dit, ben, il dit, ça existe des pompiers permanents, là. Il dit, si tu t'en vas à Montréal, là, les gars, ils font le... Fait que là, ça a comme... Hey, c'est donc bien drôle, ça, parce que j'aurais dû parler à un pompier, il m'aurait dirigé vers pompier plutôt que policier. Toi, tu parles à une police qui dirige pompier, j'aurais dû parler à un pompier, parce que le métier de pompier, ce qui est le fun, ce que les gens ne savent pas, c'est que tu vas travailler, tu pars une couple de jours, parce que tu n'es pas là in and out tout le temps. Là. Un peu comme un policier, à chaque soir, tu es de retour chez toi, tu pars à caserne, tu passes une couple de jours, puis ensuite, tu es quelques jours à la maison. Tout ça pour dire, parce que je faisais un clin d'œil, c'est que souvent, comme pompier, tu peux avoir comme un deuxième métier, ce qui est quand même le fun. Oui, effectivement. Puis on a le deuxième métier aussi parce que au début, quand j'ai transféré pompier, quand j'ai commencé, ben j'ai eu une grosse diminution de salaire, moi, comparativement à l'usine où je travaillais. Parce que tu commençais au pied de l'échelle. Oui, parce que tu as des échelons. Là, Montréal, tu as 5 échelons. Fait que ça te prend 5 ans avant d'avoir ton top salaire. Fait qu'au début, ben, et là, à un moment donné, tu fais des petits travaux, puis là, ben... Tu gagnais combien au début, comme pompier? Hey, sais-tu quoi? Je m'en souviens pas. Je gagnais 13 piastres de l'heure quand je suis rentré comme policier.
13 de l'heure pour être policier. Puis je m'en souviens, je faisais plus d'argent que ça quand je travaillais dans un bar comme portier. Oui. Puis le top salaire pompier à ton époque? À mon époque, c'était, j'ai le goût de te dire, dans le coin de 85 000 à peu près. Quand même. Oui. Puis c'était combien d'années pour te rendre au top de l'échelle? C'était-tu 12 ans? C'était 5 ans. 5 ans. OK, vous autres, c'est à chaque année? Oui, Ouais. à chaque année. Après ta première année, il y avait un examen hey, je me souviens pas. Excuse, je me souviens pas du nom parce que tu vas t'apercevoir que j'ai souvent des blancs de mémoire avec toute la radiothérapie que j'ai eue. Mais on avait, après la première année, là, ton embauche est assurée. Fait que Pour tu tes deviens permanent. 25-30 ans. Oui, c'est ça. Là, c'est sûr que tu fais ton terme. Tu commences à travailler pour la Ville de Montréal. À quel moment que tu deviens Hulk? Ben, j'ai pas, j'ai pas commencé tout de suite à Montréal. OK. J'en saute des bouts, là. Oui, c'était très difficile de rentrer à Montréal parce que à l'époque où ce que je suis sorti, écoute, c'est complexe, là. J'ai un DEP en incendie. J'ai rentré en 92 à l'école des pompiers. Tu as commencé en 95 à travailler comme pompier? Volontaire À dans Chambly. une petite ville à Chambly parce que, comme je t'explique, j'ai fait un DEP en incendie. Mais là, j'apprends, durant mes 2 ans à l'école, que le cours, il n'est pas nécessaire dans toutes les autres municipalités à part Montréal. Et là, Montréal n'est pas fusionné. Fait que les autres municipalités, Verdun, Anjou, etc., t'es pas obligé nécessairement d'avoir le DEP incendie. Fait que là, puis toutes les villes alentours, mettons comme Saint-Jean-sur-Richelieu ou quoi que ce soit, donc là, moi, je me présentais avec des résultats académiques très élevés. Première année, élève de l'année. Mais là, on me dit, Banque Montréal t'appelle, tu vas t'en aller à Montréal. Fait qu'on on va investir sur toi, puis finalement, ben, tu vas t'en aller. Fait qu'il voulait pas t'engager parce qu'il savait qu'il allait te perdre à un moment donné. Fait que là, j'ai frappé encore un mur. Fait que là, c'était comme... Fait que là, je suis tombé comme volontaire. Temps partiel, avec Il un ne donnait pas de campagne. permanence à cause de ça. Mais là, j'avais de la misère à rentrer, puis Montréal embauchait pas à l'époque. Il y avait comme un creux, là. Ouais, tu savais que les années d'embauche. C'est ça. Là, il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas de nouvelles... Fait que moi, j'ai eu une chance quand que la fusion des villes s'est faite. J'ai eu une chance. Ouais, c'est au début des années 2000, les fusions, là. Oui. J'ai eu une chance parce que quand ils ont fusionné les villes, comme que je t'expliquais avant, ça prenait le DEP pour être pompier uniquement à Montréal, mais pas ailleurs. Donc, il y a eu beaucoup de pression politique avec les étudiants pour que ce cours-là soit reconnu à grandeur. Tu sais, sinon, c'est un secondaire 5, on t'apprend un job, puis tu restes avec nous autres. Fait que le gouvernement a dit, OK, parfait, maintenant, ça sera plus un DEP, on va faire ça comme un policier, ça va être un DEC. Alors là, mon cours est devenu complètement nul. Aucune reconnaissance. Aucune reconnaissance. Rien. Je ne pouvais pas rentrer pompier. Fait, ils t'ont-tu exigé d'aller faire un deck pour... Mais tu sais quoi? Moi, là, j'étais pas capable de rentrer nulle part. Puis quand j'ai voulu rentrer à Montréal, ben je me suis levé un matin. Je travaillais à l'usine de soir de 3 à 11. Je me suis levé un matin. Puis moi, à 8 heures, j'étais allé au quartier général. J'ai attendu 4 heures pour parler avec le directeur ou l'assistant directeur qui m'a finalement reçu. Parce qu'il n'en revenait pas que j'attendais parce que j'étais un gars déterminé dans la vie. Puis là, il m'a dit, écoute, je peux pas t'embaucher avec le profil que tu as. Fait qu'il m'a tout sorti les cours qui me manquaient. Puis là, j'ai dit, ben moi, je travaille de soir. Fait que moi, là, si vous me promettez une promesse d'embauche, ben je vais quitter mon travail pour aller... Moi, je vis en appartement, là. J'ai besoin de sous, mais tu sais, il était pas capable de me promettre ça. Fait que je me suis dit, ben je vais finir un pompier à temps partiel, puis je m'épanouirai dans cette partie-là, tu sais. Mais là, quand les fusions des villes est arrivée, ben là, il y a eu un manque. Là, il manquait beaucoup de candidats parce que là, la ville au complet devenait permanent. Des villes comme Saint-Jean-sur-Richelieu avec Iberville ont fusionné, donc il y avait des postes permanents. Et là, ils reconnaissaient tes années de service. Là, ils ont fait une année, on prend le DEP parce qu'on manque trop de monde, Montréal. Là, je suis rentré là. 1 an. 1 an. Un concours, excuse. Parce que c'est des concours qu'on appelle. Fait que moi, je suis arrivé là à 35 ans, puis je voulais tout arracher. Depuis tantôt, ce qu'on comprend, c'est la résilience, la persévérance, du travail, croire en soi. Puis là, on s'en va dans l'autre partie, où ce que tout ça prend un autre sens. Parce que là, où ce que maintenant, ça t'a amené à vouloir réaliser
à être capable de réaliser un rêve qui était de devenir pompier, tu le deviens. Mais le vrai sens de tout ça, c'est quand que le destin t'a mis des bâtons dans les roues puis t'a lancé ton plus grand défi à vie. Moi, je compare ce combat-là comme je combats cette maladie-là comme j'ai combattu tous mes incendies. Juste pour mettre en contexte, pour que les gens comprennent, Martin Pompier t'a pogné une maladie professionnelle. La maladie professionnelle, c'est un cancer du poumon. Non-fumeur. Non-fumeur, dû aux inhalations de gaz lors d'incendies, du combat d'incendie. Le cancer du poumon est devenu un cancer du cerveau. Il s'est métastasé au cerveau. Ouais. C'est un poumon qui se loge dans le cerveau. C'est pas un cancer de cerveau. OK, donc c'est un peu comme un Chinois qui déménage au pôle Nord. Exact. Puis là, là, tu vas me raconter l'histoire parce que c'est là que ça devient intéressant. Là, j'ai commencé en 95, puis la maladie est arrivée en 2016. Fait qu'on parle de 19 ans, ouais. Mais Montréal, je suis rentré en 2003. Fait que ça fait 13 ans. Puis, penses-tu que c'est tes années avant Montréal? C'est un ensemble des deux? Ou c'est quand tu étais à Montréal? Je pense que c'est un ensemble de tout. Parce que, à un moment donné, tu sais, je discutais avec beaucoup de gens, puis il y a une statistique, supposément, qui est sortie, je sais pas où, là. Les pompiers rentrés de 1995 à 2005, c'était la plage de pompiers qui développerait 1 sur 2 un cancer. Là, on parle de cancer du poumon. Non, on parle de cancer, de plusieurs sortes de cancers. C'est que nous, on est juste un petit peu plus exposés à ces cancers-là. Ça ne veut pas dire nécessairement ce que j'ai, tu pourrais l'avoir ou quelqu'un d'autre pourrait l'avoir aussi. Mais toi, c'est un cancer du poumon que tu as eu. Oui. Moi, c'est un cancer du poumon. Mais je veux dire, les cancers reconnus professionnellement pour les pompiers, ben, tu peux avoir un cancer de vessie, le cancer de la testicule, le cancer du sein est reconnu aussi. Tu es exposé, vu qu'on est dans des environnements polluants, on est plus exposé à ces maladies-là. Hostile, des environnements hostiles. Le Oui. feu, c'est très hostile. Oui. Mais dans votre cas, vous autres, ce qui cause ça, c'est les fumées, les gaz dégagés par les flammes. Oui, parce que les matériaux de construction, comme je t'expliquais, là, de 1995 à 2005, les méthodes de travail n'ont pas changé. Mais les matériaux de construction ont changé. Tu sais, du travail, Oui. tu sais. Fait que les planchers flottants, là, puis les planchers de vinyle, puis les télévisions, C'est pas juste du bois maintenant. Là. c'est ce qu'on veut ça. dire. Puis moi, là, je viens de l'époque où l'appareil respiratoire, tu l'as sur le dos, tu as ton partie faciale ici, puis là, tu travailles jusqu'à temps Que tu sois plus capable. que tu sois plus capable. Quand tu n'es plus capable, là, tu le mets. Ou la directive, c'était à l'époque, tu le mets quand il y en a trop. Mais le trop, c'est quoi? Oui, trop pour toi puis trop pour moi, c'est peut-être pas la même chose. Imagine, là, toi, tu commences à travailler avec moi. Là, moi, j'ai 15-20 ans d'expérience. Toi, tu commences, t'es une recrue. T'arrives, là, peu importe la ville où tu es. Si moi, je ne le mets pas, tu ne le mettras pas. Mais en tout cas, moi, c'est de même que je pensais. Il y a des bonnes chances. Gars, je veux démontrer que je suis capable de suivre la canne, je veux démontrer que je suis, tu sais, je veux dire, c'est un milieu de coq, là. Oui, puis juste pour remettre en perspective, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas ça, pompier, c'est comme police. À nos époques, parce que moi, je suis rentré en 96 dans la police, tu sais, la première année, tu es en double, tu touches pas à la radio. C'est le vétéran qui décide c'est quoi t'écoutes à la radio. Puis là, il nous laissait même pas chauffer. Fait que j'ai l'impression, comme pompier, c'est un peu la même chose. Faut que tu te prouves, faut que tu suives, puis il faut pratiquement que t'en fasses plus que les autres pour gagner ta place. Exact. Exact. T'es comme la nounou de tout le monde, là. Donc, si je comprends bien, tu interviens sur un feu, il y a des émanations, donc de la fumée. On porte pas le masque parce qu'on veut montrer qu'on est tough. Oui. Puis je crois sincèrement, ce qui m'a vraiment pas aidé aussi, c'est que dans toutes mes années à temps partiel, quand on avait un incendie, là, il y a toujours un enquêteur qui vient avec ça, tu sais, pour savoir si c'est criminel ou pas. Et là, l'enquêteur a toujours besoin de 2 pompiers. Mais là, un gars qui est motivé puis qui veut apprendre, il se lève le bras. Il m'a resté, moi. Donc, toi, tu levais le bras souvent. Moi, je levais le bras. Fait que là, c'était, on pelletait les décombres, puis on faisait... Puis là, moi, j'apprenais, parce que ça aussi, je me disais,
en fin de carrière, tu sais, peut-être c'est une affaire qui m'intéresserait, puis blablabla. Fait que je veux me garder. Puis là, surtout quand j'étais à temps partiel, ben, tu sais, je voulais adhérer à des postes permanents. Je me disais, plus je prends de bagages, mieux que c'est. Mais là, quand tu fais le décombre, là, il n'y a plus rien, là. Tu fais ça juste avec tes bretelles en T-shirt, là. Puis là, on pèle, puis on brasse, puis... Puis il en monte des particules. Ben, c'est là que c'est le pire. Parce que là, il n'y a pas assez de chaleur. Quand il y a de la chaleur, ça monte. Mais quand il n'y a pas de chaleur, quand Ça il y a reste juste... là. Oui. Fait que là, ben là, à un moment donné, un enquêteur, avez-vous faim, les gars? Ben ouais, on a faim. OK, c'est quoi l'adresse? On se faisait amener du poulet, c'est ça, dans la cuisine brûlée, on mangeait, les mains sales, let's go, on recommence, on mange. C'était ça. Wow. Puis c'était normal, là. Hey, la CSST, c'était pas ce que c'est maintenant dans ce temps-là. Ben non, hey, à cette heure, c'est carrément... C'est ça que je te dis, c'est complètement... On est complètement ailleurs, là. Complètement. Là, toi, à quel moment que les symptômes commencent? Puis de quelle manière qu'ils apparaissent? Ben c'est ça. Là, comme je te dis, en 2016, là, tu sais, je perdais du poids, puis j'étais tout le temps fatigué, fatigue chronique, je pensais. Puis là, bon, surmenage, les immeubles, les rénovations, blablabla. Puis là, ben, à un moment donné, je me suis présenté à l'urgence. Puis là, ben, là, je pensais que je faisais une crise d'appendice. Puis le médecin, il me dit, effectivement, je pense que tu fais ça. Fait qu'ils ont fait un scan. Puis quand il a fait un scan, ben, il m'a dit, tu fais pas une crise d'appendice, tu fais un infarctus du rein droit. C'est quoi? L'infarctus. Fait que j'ai dit, c'est quoi ça? Ben, j'ai dit, bien bizarre. Il dit, oui, c'est bizarre. C'est comme un infarctus du myocarde, mais là, c'est dans ton rein. Ton rein est bouché. La veine du rein est bouchée. Fait qu'ils disent, on va te donner des anticoagulants en injection fort pour que ça circule. Puis là, tu vas voir un néphrologue. C'est ça, un néphrologue pour le rein, en tout cas? On pourrait pas dire. En tout cas. Fait que... mais, il rajoute à la fin, j'ai vu une petite masse au niveau du poumon. J'aimerais ça qu'on investigue un petit peu plus là-dessus. Bon, OK. Fait que le lendemain, je suis revenu. Là, j'ai fait des scans. Après ça... un paquet de tests, puis là, à un moment donné, ben, le diagnostic est tombé. Parle-moi de ça, le diagnostic, parce qu'il n'est pas tombé tout seul, là. Il a fallu que tu cherches un petit peu. Ben, qu'est-ce que tu veux dire par j'ai cherché? Ça n'a pas pris un certain temps avec tes réponses? Écoute, moi, là, je suis un gars engagé, hein. Fait que, tu sais, les délais, là, quand tu fais, mettons, un examen, ben là, tu vas voir le résultat dans un mois et demi. Mais moi, j'étais très proactif. T'aimes pas s'entendre? Non. OK. J'étais un pompier, j'étais un premier répondant. Moi, quand ça sonne, je vais. Mais là, moi, ça sonnait pour moi, fait que j'y allais. Fait que je m'en allais directement aux archives pour avoir mes résultats. Mais avant d'aller aux archives, t'allais demander, puis t'avais pas les réponses que tu voulais. Non. Parce que là, on me disait, votre rapport n'est pas encore tapé et tout ça. Fait que moi, Fait que là, il disait que ton rapport n'était pas prêt puis qu'il ne va pas te le dire. Non, parce que quand ils font le IRM ou le scan, là, après ça, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il écrive ce rapport-là. Puis après ça, il le donne au médecin. Puis là, le médecin, il te rend compte. Puis après ça, tout ça, ça s'en va aux archives. Mais moi, j'allais directement aux archives. Mais avant d'aller voir, tu doutais qu'il y avait quelque chose à cause du délai puis comment il retardait à te répondre? Pas à cause du délai, mais plus que je pensais puis que je grattais, j'étais en train de me dire, je commençais à me préparer que c'était ça. OK. Fait que là, tu vas aux archives. Ils sont pas supposés de te donner ça, ces documents-là? Non, là, il y a eu une erreur. Quoi, tu l'as menacé? Non, je ne l'ai pas menacé. Mais j'étais très insistant. T'es devenu l'incroyable Hulk. Parce que, mais oui, parce okay. qu'à ce moment-là, il faut que je te précise. En passant, le Hulk, là, à chaque fois que j'ai combattu un incendie, je hurlais, puis je criais, je tombais dans une colère incroyable. Pour vrai? Oui, parce que si je suis pas en colère, moi, je suis pas capable d'exploiter la force que j'ai. Il faut. Puis moi, là, c'était une injustice totale. Tu sais, je revenais toujours quand j'avais 10 ans. C'était une injustice. Les citoyens tranquilles, surtout dans le temps de Noël, des affaires comme ça. Puis que là, ça arrive, c'est des gens qui sont déjà pas très gentils, que là, ils perdent tout ce qu'ils ont. Fait que j'utilisais la colère pour travailler. Mais là, on revient à mon... Aux archives. Aux archives. Y avait-tu le feu aux archives? Non. Non, mais il te voit fatigué à Titi, par exemple. Fait que la fameuse erreur, parle-moi de ça. Là. Mais là, le cancer du poumon, à ce moment-là, il est déclaré. Tu vas trop vite, là. Tu vas trop vite, là. Moi, ça m'intéresse, les archives, là. Oui, mais les archives, c'était pour la tête. Ouais, mais là, t'es allé demander. Ils te l'ont remis?
Non, mais là, attends. C'est quoi l'erreur, là? Non, tu tournes autour du pot, là. Moi, à un moment donné, là, j'ai rencontré une pneumologue, puis là, elle m'a annoncé que j'avais un cancer du poumon. Donc là, j'ai fait comme OK. Puis là, ben, elle était très émotive. Fait que là, j'ai dit OK, mais là, est-ce que. J'ai dit, ben, on va l'enlever. Il y en a deux, là. Non, ouais, c'est ça. Fait que j'ai dit, ben là, enlevez-en un, puis tu sais, là, elle dit que c'est pas comme ça marche. Mais là, j'ai dit, coudonc, j'étais à un stade quoi? Fait que, ben, 3, 4, tu sais, mais là, le 3, 4, c'est comme, je veux pas te dire 4, mais fait que là, j'étais avec ma femme, là, ma femme est complètement dans tous ses états, fait que là, ils me disent, on va aller prendre des prises de sang, puis là j'embarque dans un processus. Puis là, on m'explique, on va investiguer un petit peu plus loin, savoir si c'est rentré dans tes os, si c'est à ton cerveau, si c'est... Puis là, ils cherchaient aussi, avant de me donner un traitement, à savoir si j'avais le gène ALK ou GEF ou GFE, parce que ça changeait le traitement. OK. Puis finalement, je suis ALK. Le traitement est moins difficile, plus ciblé. Mais là, pendant qu'ils cherchent, ben moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Fait qu'à chaque fois que je fais un test, surtout pour ma tête, là, je fais un IRM de la tête, puis là, j'ai pas le résultat. Fait que là, je m'en vais porter mon garçon à l'école. Après ça, parce que là, je travaille pas. Là, je suis comme en arrêt. Je m'en vais à l'hôpital, je descends aux archives, je m'en vais au bureau pour rencontrer le médecin, mais là, il dit, vous n'avez pas de rendez-vous. OK. Je m'en vais aux archives, je pose des questions, mon rapport de sortie, ben non, pas ça, il s'est pas écrit. Blablabla. Mais moi, je fais ça, là, à tous les matins. C'est ma routine. Je vais porter mon fils tous les matins. Comme quand je voulais être pompier, puis je suis allé masser dans le bureau du directeur, j'ai fait la même affaire à Saint-Jean, passant. Je suis allé masser là, à brûle pour point, là, pas de rendez-vous, rien. Le massis, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je veux une job. Donnez la tendre. Pas compliqué. Fait que là, ben, j'allais aux archives tous les matins. Puis à un moment donné, après 3-4 jours à peu près. T'as mis un sarrau? J'ai pas mis de sarrau, mais la femme, elle m'a dit votre rapport est tapé. Fait que elle me lance la feuille, puis là, il faut que je signe. Mais quand elle lance la feuille, moi, je signe, puis là, je lis juste le bas de la feuille. Conclusion, métastase au cerveau. Mais moi, je suis en train de signer comme de quoi j'ai retiré ça. Mais là, c'est là l'erreur. Parce qu'ils ne sont pas supposés de me donner ça. Il faut que le médecin ait donné le OK qu'il a consulté le patient avant. Donc là, j'ai pris cette feuille-là. Là, je suis tout seul. Là, je suis monté au 3e, à la section où il y avait le cancer. Oncologie. En oncologie, excuse. Puis là, ben, je veux rencontrer un oncologue. Et là, c'est la même affaire, tu sais. Là, je lui donne la feuille, je dis, regarde en bas, je vais rencontrer quelqu'un tout de suite. Fait que là, il y a, oh shit, je me souviens de ce mot-là. Ils m'ont dit, assis-toi là, on va devoir faire voir c'est quelqu'un. Puis là, ben, moi, j'ai appelé ma femme pendant ce temps-là, elle faisait l'épicerie. J'ai dit, là, faut que tu t'en viennes à l'hôpital, j'ai trouvé quelque chose. Puis là, ben, fait que là, ça a été... Tu vis ça comment à l'intérieur avant de rencontrer le médecin? Tu vis ça comme... Je vais te décrire exactement ce que j'ai dit à tous mes collègues de travail. Je me sentais comme un funambule sur un fil de fer, dans un brouillard total. Puis je devais avancer à une vitesse qui est pas vite, sans savoir ce qu'il y avait de l'autre bord. C'est de même que je me sentais. Puis je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester à attendre. J'ai des devoirs à faire, moi aussi. Puis c'est ça. Fait qu'à partir de là, ben, on s'est mis à chercher. Puis là, j'ai trouvé un spécialiste en Allemagne. Un petit peu. Le médecin, qu'est-ce qu'il t'a dit quand il t'a parlé, l'oncologue? Ben, en fait, ici à Saint-Jean, j'ai rencontré, au début, c'était la pneumologue. Ensuite, j'ai rencontré un oncologue, c'est vrai. Et là, elle me dit, vous devriez... Parce que là, moi, j'y parlais que je voulais aller en Allemagne pour les traitements expérimentaux. Puis elle m'a dit, vous devriez profiter de votre Noël parce que ça risque d'être le dernier. Wow. Méchante claque à la gueule, ça. Oui, parce que là, j'étais comme... Je pensais que j'avais bien agi en essayant de me trouver
une corde pour me sortir du trou. Mais là, on me dit, vous devriez voyager, prendre cet argent-là, tu sais, pour... Puis là, ben... Fait qu'elle, c'est pas une option, ça, là. Que tu y ailles en Allemagne te faire traiter. Là. Non. Pas du tout. Pourquoi, ici, ce traitement-là, ça n'existait pas? Et ils font, je l'ai su par après, pour le cancer à l'époque, en 2016, ils font pour le cancer du foie en phase terminale. Ça appelle ça de la chimio-embolisation. OK. Là, tu es en train de me dire qu'ils traitent des cancers avec cette méthode-là, mais pas le tien. Pas le mien, celui du foie, mais qu'ils ont tout essayé avant, en dernière ligne. En dernière ligne, OK. Donc, mais toi, tu te qualifies même pas pour faire ça en dernière ligne, c'est ça que je comprends. Parce qu'elle est en train de te dire, autrement dit, as-tu toute lueur d'espoir en disant, profite de ton temps, profite de ton Noël. Parce que le chronomètre est parti. OK. Puis toi, tu y emmènes une solution sur la table. Cette solution-là, ben, n'est pas viable au Québec, c'est ce que je comprends. Non. Ben, tu sais, moi, je veux pas faire de débat avec rien parce que je suis dans une paix. Non, mais c'est pas une question de débat, c'est juste pour comprendre le cheminement, parce que ça va nous emmener à la suite des choses. OK. Parce que là, ben, c'est... La vraie affaire, c'est qu'ils n'ont pas de traitement pour toi, à part à la Il y en a un, mais là, c'est ça. Là, eux autres, ils veulent savoir si je suis ALK positif ou pas, parce que là, ça va changer la donnée. Mais à ce moment-là, je suis encore à Saint-Jean. Donc là, tu sais, je veux pas dénigrer rien, mais là, au niveau de la tête, ils n'étaient pas capables de me soigner. Fait qu'ils m'ont transféré à Charlemagne. Charlemagne, quand ils ont vu ce que j'avais, ils m'ont dit... On n'est pas équipé, on n'a pas l'équipement médical pour traiter ce type de métastase-là qui est installé. Fait qu'ils m'ont référé soit au CHUM ou à McGill. J'ai choisi McGill parce que les rapports sont en anglais, puis moi, je préparais déjà mon plan pour l'Allemagne. Fait que là, ben, quand j'ai été pour ma tête à McGill, ben là, j'ai demandé à ce que mon poumon soit transféré là. Pour avoir des documents. Pour tout avoir en même place, tu comprends? Parce que là, je te divisais en deux, puis il fallait tout le temps que je fasse le perroquet. Deux places, oui. Puis là, ben, je voulais plus parler que j'allais en Allemagne. Là, j'ai arrêté de parler de ça parce que je sentais qu'il y avait tout le temps... La résistance. Oui, parce que le premier traitement que j'ai eu, premier, je l'ai eu en Allemagne. Ça, c'est arrivé... Ma femme, elle a toutes les dates en tête, là, mais tu sais, ça s'est déclaré, je pense, le 26 novembre. Puis le 5 ou le 6 décembre, moi, j'étais en Allemagne, là, à me faire une chimio-embolisation. Comment tu as réussi à trouver ça? Puis les médecins t'appellent pas là, puis j'arrive, là? C'est surprenant comment est-ce que la vie m'a aidé. Parce que, tu sais, là, je me suis mis à parler de... Moi, il y a eu une grosse... J'ai rencontré, là... Hey, c'est tellement... ça me bouscule, là, de parler de tout ça, mais à un moment donné, tu sais, on parlait avec des proches, puis tout ça, puis là, à un moment donné, le nom de ce monsieur-là est sorti. Puis là, ben, je n'ai parlé au gars au poste. Parce que moi, je retournais voir mes boys. Puis là, ben, je disais au gars, j'aimerais peut-être ça aller là, puis tout ça. Fait que là, je parlais de vendre ma maison, de vendre tous mes trucs. Pour payer le traitement. Ben oui, parce qu'on parle à peu près de 25 000 $ à l'époque du voyage, mais là, tu sais pas dans combien de voyages que tu t'avances. Fait que là, j'avais commencé à en parler, mais là, il y avait des gars qui me disaient, ben moi, je connais quelqu'un qui a déjà été. Mais là, j'avais des amis à Saint-Jean qui connaissaient quelqu'un qui avait déjà été. Puis à un moment donné, j'étais assis en train d'écouter la télévision avec ma femme, puis c'est Denis Lévesque qui reçoit... tu sais, il y avait une émission de Denis Lévesque. Il reçoit une fille qui arrive d'Allemagne, qui a un cancer du cerveau, me semble, puis elle dit « J'ai été voir ce médecin-là en Allemagne, puis depuis ce temps-là, tu sais, je continue à vivre, ça me prolonge dans le temps. » Fait qu'il dit « OK, mais comment vous avez fait pour entrer en contact avec lui? » Ben, elle dit « J'ai envoyé un courriel. » Fait que là, je dis à ma femme « Ben là, je fouille. Professeur Vogel, là, je cherchais. J'ai trouvé un courriel. J'ai envoyé un courriel. 48 heures après, il me répond. Il me dit « Envoie-moi tous tes trucs. » Fait que moi, je suis parti aux archives. J'ai tout sorti, tous mes scans, mes IRM, tout ce que j'avais fait. J'ai pacté ça, UPS, j'ai envoyé ça là-bas. Lui, il m'est revenu.
Puis il me dit, voici ce que je peux faire. Puis il dit, ce que moi j'espère le mieux pour toi, c'est que ça devienne une maladie chronique. Puis j'ai su par la suite qu'il prenait à peu près 2% des demandes qui lui... Donc, il devait prendre des demandes qu'il savait qu'il y avait une chance de réussite. Fait que ça en a un beau coup de la vie, là. Tu fais partie de ce 2%-là. Ouais. Fait que là, tu pognes ton pack-sac, go Allemagne. Premier traitement, ça se passe comment? C'est très difficile. Parce que là, t'as le décalage horaire. J'aime pas voyager. J'ai jamais voyagé. J'étais Wildwood, là. Myrtle Beach. En voiture. En voiture. Fait que prends l'avion avec ma femme, puis là, ben, essaie d'économiser le plus possible. Fait qu'on prend un layover à Keflavik. Puis là, ben, je vais faire le traitement. Le traitement, ça se passe parce que là, j'ai une parenthèse. Quand je suis revenu à Keflavik, le layover, il est 1 heure. Mais mon avion est parti 1 heure en retard d'Allemagne. Fait que là, t'as plus d'heure. Tu le manques. Quand je suis arrivé là-bas, là, j'entends mon nom qui crie, puis ma femme à court avec... puis moi, je suis arrivé pour courir. Pas capable de courir. Moi, il faut que je marche. Comme ça. Fait qu'elle est partie avec les bagages en courant comme une folle pour lui dire « Attendez, là, parce que là, on s'en vient. » Parce que moi je suis pas en voyage là, d'exploration. Là. Je suis en voyage de guérison. Là, t'es avec Evic en Islande. Oui, c'est ça. Fait que là, quand t'arrives là-bas, la prise en charge, ça se passe comment? Ben là, quand je suis arrivé là-bas, il m'est arrivé tellement d'affaires bizarres, là, parce que là, je parle pas la langue, puis moi, l'anglais, 30% à peu près. Fait que quand on est arrivé là-bas, ben lui, il me dit où skier, tu sais, c'est une amie anglophone qui avait pris le rendez-vous avec lui. Puis là, ben, je n'ai aucune idée si c'est au sol ou... Fait qu'en rentrant, tu sais, on pense que c'est une réception, mais c'est l'urologie. Fait que moi, je dis mon nom. Puis là, ben, les autres, ils me trouvent pas. Fait que là, c'est l'angoisse totale, là. Tu dis, OK, là, moi, là, ça fait... Je traversais ici, là, vous me en... Fait que là, à un moment donné, je montre le papier Thomas Vogel. Fait que là, parce que quand je le prononce, il ne comprend pas c'est qui. Mais quand elle a vu ça, fait qu'elle me dit, OK, fait qu'elle me fait signe par en bas. Fait que quand on rentre dedans l'ascenseur, tu sais, mettons ici, c'est sous-sol SS, rez-de-chaussée ARC, mais là, il y a plein de lettres. Je ne sais pas quel piton pesé. Ma femme, elle tient les portes, je suis retourné. Je lui ai demandé de venir peser le piton parce que je sais pas où aller. Je sais pas où aller, puis là, je commence à être short pour mon rendez-vous, là. Puis là, j'avais déjà fait un parcours. J'ai même dit à ma femme, parce qu'on s'est trouvé en Airbnb, puis là, on l'a fait en marchant, parce que je voulais pas prendre l'autobus, j'avais peur de me perdre. Fait que là, je commençais à être short. Fait que là, finalement, je descends au sol. Puis là, on rentre dans la salle. Puis là, ben là, j'ai rencontré le docteur. Puis là, il a commencé à m'expliquer. Puis ça avait tellement l'air simple, là. Assez que je disais, ben, tu sais, parce qu'ici, il me disait, c'est trop proche du cœur. On peut pas vous opérer. La masse est trop proche du cœur. Mais là, lui, à un moment donné, j'y ai dit dans le peu d'anglais que j'ai, puis il me regarde, il m'a sorti une maquette, il m'a montré c'était où. Il dit, je sais, là. Il dit, il n'y a pas de problème. Fait que c'était simple pour lui, là. En tout cas, ça semblait, parce que pendant qu'il travaillait sur moi, tu sais, là, ils te mettent sur une table, puis là, ben, à un moment donné, lui, il arrive, là, avec une grosse veste de plomb, là, puis là, tu as une grosse TV, là. Puis là, ils gèlent au niveau de la laine, là. Ils te mettent comme un liquide, pour te geler, puis ils te rentrent une cive à peu près d'un 8 avec un coup de marteau. Ça saisit. Ça, je m'en attendais pas. Puis il me parlait en même temps. Tu sais, je chantais qu'il me touchait avec ses doigts. Pas, là. Non. Pouf! Là, quand il a rentré ça, là, après ça, il s'est mis à rentrer un fiche. Puis là, je me vois en 3D. Puis tu vois le fiche sur l'écran. Je vois le fil avancer. Puis là, à un moment donné, là, je le vois tourner. Puis là, quand il arrive proche du poumon, là, il me dit « Arrêtez le respirateur ». Parce qu'il me parlait un petit peu en français. J'ai arrêté de respirer. Là, il coupe tous les vaisseaux sanguins qui entourent la tumeur. Il met une colle, puis il injecte un produit. Fait qu'il injecte un poison dans la tumeur. Dans la tumeur. Après ça, il ressort.
Puis il a coupé, lui, les vaisseaux sanguins qui mènent à la tumeur. C'est ça, que la tumeur, elle se nourrit de sang. Fait que lui, il a tout coupé ça, il met une colle, puis il a retiré. Ça, c'est genre le lundi. Après ça, il t'envoie dans une salle de repos qu'il appelle, parce que là, moi, je suis comme un épidural, genre. Tu sais, là, je me sens pas le bas du corps. OK, le bas du corps. Oui, c'est ça. Fait que là, j'attends de dégeler, puis là, je suis comme... Je sais pas s'ils m'ont donné du fentanyl ou quoi, mais tu sais, je suis lucide, mais tu sais, je suis smooth operator, là. Fait que là, je reste là à peu près 6 heures. Après ça, on repart de là, on s'en va à l'hôtel. Puis 3-4 jours après, je reviens. Puis là, il faisait au niveau des ganglions. Parce que là, ce qu'on n'a pas dit au début, c'est que cancer du poumon, métastasé dans mes ganglions de l'abdomen, mes ganglions du cou et le cerveau. Fait qu'il a traité tous les ganglions? Il a tout fait les ganglions après. De la même manière? Oui. Puis au niveau de la tête, il me dit, je peux rien te donner plus que le Canada t'offre. Fait qu'il dit ça, je te conseille de garder cette partie-là chez toi. Mais il dit, moi, je peux te donner cette partie-là. Combien de voyages il a fallu que tu fasses pour ce traitement-là? On ne savait pas comment on en ferait. J'en ai fait 4. Après le 3e, quand que je me suis... Tu sais, là, on revenait à la maison. Là, c'était un 6 à 8 semaines de break. On retournait une autre semaine avec 2 shots. Puis là, ben, la 3e fois, il me dit t'as tellement bien réagi. Il dit j'ai rarement vu ça. Il dit on pourrait arracher la tumeur, on pourrait la brûler. Là, il appelait ça de la microwave ablation. Là, c'était pas le même processus. Ben, j'ai dit go, on y va. Fait que là, il te couche sur il te gèle un peu ici, puis là, c'était comme une aiguille, là. Puis elle descend avec une machine, puis là, ça te descend, là, tu as l'impression qu'elle va te percer le cœur, là, mais il passe entre 2 côtes, puis là, il descend, jusqu'à tu meurs. Puis là, il monte un choc électrique ou je sais pas quoi, puis là, je sentais ça montait. Puis à un moment donné, là, je t'ai lâché à écrire, là, parce que là, c'était... Puis là, il m'a dit, faut que tu t'offres. Puis... fait qu'il a brûlé. Mais là, suite à ça, il retire ça. Il me dit, ça s'est bien passé. Il me met en salle de repos. Je retourne à l'hôtel. FaceTime avec la famille. Tout le monde est content. Bon, on a brûlé la tumeur. Tu sais, on avance. Tu sais, là, c'est comme tu t'accroches à ça. Fait que là, tout content, parfait. Fait que là, je suis à l'hôtel. Puis là, il me donne un antidouleur en goutte, tu sais. Fait que là, je commence à avoir de la misère à aspirer un peu. Fait que je dis, OK, là, je vais m'asseoir. Fait que je m'assis. Ah, OK, je suis pas bien. Je me relève. Ma femme, elle parle avec sa mère. Fait que là, je prends des gouttes. Là, il m'avait dit aux 4 heures. Il m'a fait 2 heures. Bon, 30 gouttes, mais 60 gouttes, hein, parce que là, je sentais que... fait que là, j'en prends, mais là, ça se passe pas. Je vais m'étendre. Hey, je me couche, je suis pas capable de respirer. Je me relève, je m'assis, je suis pas capable de rester assis. Là, ma femme elle commence à me dire, t'es-tu correct? Mais je dis, je sais pas, on dirait que je suis pas bien nulle part, là. Fait que là, je finis comme ça, sur le bord de la fenêtre. Je suis comme de même. Puis là, j'étais en train d'hyper-ventiler. Fait que là, tu sais bien que là, stop toutes les conversations. Fait que ma femme a dit, je vais appeler en bas. Fait que je dis, non, fais le 911, tu sais. Mais c'est pas 911 en Allemagne, c'est 112. Ah, OK. 911, c'est quoi? Je sais pas. Fait qu'en tout cas, tout ça pour qu'à un moment donné, puis moi, là, moron, là, moi, j'essaie d'économiser au maximum. Fait que là, je kick. Ah ouais, mais comment ça va coûter l'ambulance? Hey, là, ma femme, elle me saute un gasket. Elle dit, ça coûtera ce que ça coûte, là. Fait que, on appelle l'ambulance, appelle le médecin. On avait le cellulaire du médecin. Ça, c'est ma femme que gérait ça. Elle a vécu. Les ambulanciers sont venus me chercher. Ils m'ont injecté un painkiller parce que je n'étais pas capable d'embarquer sa civière. Puis tout ce que je me souviens, c'est d'entendre la petite sirène. La sirène de la bourse, pas comme ici. Tu sais, que je trouvais tellement donc que c'était pas... C'était pas viril. Non, je me disais aïe aïe. Fait que là, je me suis rendu à l'urgence. Là, ils m'ont pris en charge en urgence. Puis là, après ça, ils m'ont hospitalisé. Là, j'ai resté pris 6 semaines. Docteur Vogel, allais-tu te voir là-bas? Il allait me voir, mais là, c'était plus son département. Fait que là, il y avait plus ou moins juridiction sur moi. Fait que là, je tombais dans une autre palette de médecins. Puis là, c'était pas...
J'étais sur un étage de condamné. Là. Pourquoi ils t'ont gardé 6 semaines? Qu'est-ce qui se passait? Je faisais infection par-dessus infection parce que là, mon poumon s'est rempli d'eau, puis ils ont été obligés de retirer 2 fois 2 litres Dans tes poumons? dans mon poumon gauche de sang mélangé avec du liquide, là, probablement que je faisais une infection. À cause du traitement qu'ils t'ont donné, vu qu'ils ont brûlé à l'intérieur. J'étais en train de faire une réaction, mais ils m'ont dit que j'avais attrapé une bactérie. Mais j'étais en train de me noyer. J'ai subi, ma femme pourrait te le dire, j'ai subi genre 5 opérations en 14 jours. Quel genre d'opération? Ben, au début, il me rentrait des espèces d'aiguilles dans le dos là, pour me vider l'eau, pour essayer de vider ça. Puis là, ben, ça fonctionnait pas. Après ça, ils ont... là, ça, c'était la plus grosse, là, mais c'est quoi qu'ils m'ont fait d'autre? Écoute, c'était à tous les jours, il y a quelqu'un qui venait me taponner, là, il me rentrait des tubes pour me tirer de l'eau de là, puis je refaisais de l'eau constamment. Puis à un moment donné, ben, il y a un médecin qui me dit, si vous ne faites pas l'opération, là, c'est anesthésie générale, il fallait qu'il rouvre, il fallait qu'il vide. Puis on dit, si on ne fait pas ça, vous ne passerez pas au travail. Il te l'a dit, là. Il me l'a dit. Puis là, ben, on a dit, OK, on va le faire. On se foutait du prix, on se foutait de tout. Rendu là, là. Puis là, ben, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'avant de faire l'opération, ben là, j'étais rendu faible. Fait qu'il était pas certain que je passerais à travers l'opération. Fait qu'ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on faisait avec le corps si je décédais durant l'opération. Fait qu'il a fallu remplir un paquet de formulaires en allemand. Là, ce que je comprends, là, c'est que tout ça, c'est un coût. Chaque étape, il y a un coût. Puis tu l'as mentionné un peu que des fois, tu te mettais à capoter sur combien ça va coûter. Fait que si je comprends bien, il n'y a rien de ça qui est couvert par l'État ici. Ben, j'ai été capable de mettre une partie sur mes rapports d'impôts, quand même. OK. Oui, mais le gouvernement, tu sais, on parle qu'on a un système de santé qui est gratuit. Il n'y avait rien de gratuit là pour toi, là. C'est toi qui es allé là-bas, c'est toi qui as payé. Ils ont une technologie qui permet de le faire ici aussi, mais c'est pas couvert par la carte soleil, là. Non. Puis au niveau des sous, si je comprends bien, d'accumuler cet argent-là, il y a quand même eu un mouvement de sympathie de la part des gens, de la part de tes confrères de travail pour t'aider justement à payer ça. Puis t'empêcher de te départir des biens que tu as travaillé toute ta vie pour avoir. Oui. Moi, j'ai demandé au ciel de garder au minimum ce que j'avais, puis c'était exaucé. Mes collègues ont sorti dans les rues, ils ont ramassé de l'argent. Il y a des GoFundMe qui se sont faites. J'ai passé aux médias, j'ai passé à TVA. Ils parlaient de la cause. Puis, tu sais, j'étais comme un des premiers, tu sais, qui sortait de maladies professionnelles. Puis ça l'a comme... Il y a beaucoup de gens qui ont embarqué là-dedans. Tu sais, ça, c'est arrivé en 2016. Ouais. On est en 2025. Le médecin qui te dit, profite-en, c'est peut-être ton dernier Noël. Quand tu regardes ça avec du recul maintenant, ça fait 9 ans, bientôt 10 ans. Mais si tu avais abandonné, si tu n'y avais pas cru, on ne serait pas ici en train de se parler. C'est quand même quelque chose. T'as-tu un sentiment de fierté, de gratitude? J'ai un sentiment de gratitude, puis j'ai un sentiment de... J'ai réalisé que mon chemin de vie ne s'arrêtait pas là. Il devait changer. Parce que tous ces événements-là, ça m'a fait changer. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui t'a fait changer? Qu'est-ce que ça a changé? Bien, parce que moi, j'ai eu le réflexe de... Il y a 2400 gars à Montréal, gars, filles, là, qui font le même métier que moi. Mais moi, j'ai développé ça. Fait que pourquoi que moi, j'ai développé ça? Parce que moi, probablement que j'avais une hygiène de vie différente ou j'avais une hygiène de vie qui ne concordait pas à tout ça. Fait que moi, je crois beaucoup que... Parce que là, je passe du coq à l'âne, parce que un cancer, là, en tout cas, le mien, je l'ai vu comme une autre piscine verte. J'ai besoin d'un traitement à choc.
J'ai besoin de chimio pour traiter ça. Ça, c'est mon médecin qui m'a donné ça. Mais là, je rentre dans les statistiques, je change rien. Je suis le même Martin qu'avant. Je change rien. Fait que je rentre dans les statistiques, fait que là, chimio, à un moment donné, la toile, elle va percer, puis c'est fini. Fait que moi, j'ai fait, le Martin actuel que je suis, il faut qu'il change. Je peux pas rester le même. Fait que j'ai tout changé. Mon alimentation, j'ai changé ma façon de voir la vie, j'ai changé ma façon d'avoir mes relations avec les gens, j'ai changé tout ce que je pouvais changer. C'était quoi la différence? C'était quoi ton hygiène de vie avant? C'était-tu si pire que ça? Mon hygiène de vie d'avant, c'était de conquérir, d'acquérir, de grossir au niveau monétaire ou d'acquisition, posséder du matériel. Parce que, comme je t'expliquais au début, c'était difficile pour moi de rentrer. Puis, tu sais, ça aussi, je ne veux pas embarquer là-dessus, mais j'ai été victime, en quelque part, de discrimination positive parce que, tu sais, j'avais fait des démarches aussi avec la GRC, puis tout ça. Puis, à un moment donné, ils cherchaient un certain type de candidat. Fait que l'homme blanc, il était mis de côté dans les années 90. Puis toi, t'as passé dans le tordeur de ça. Là. J'ai passé dans le tordeur de ça. Puis après, quand j'ai réussi à avoir ma job, à avoir mon cours, après ça, le cours était plus reconnu. Fait que là, le provincial, il me... Fait que, tu sais, quand j'ai réussi à avoir la job, là, on dirait qu'en dedans de moi, là, il y avait un Hulk, justement, qui était comme, je vais vous montrer que vous avez manqué votre coup, parce que Salouet, je vais vous montrer que je suis un excellent pompier puis que je suis capable de réussir dans la vie, puis c'est pas vrai que... J'avais ce sentiment-là, fait que je voulais toujours prouver. Puis ça me rentrait dans un spin que là, je faisais pas attention à moi, mon hygiène de vie était pas bonne, je dormais pas, je sentais que j'avais le contrôle sur tout. Hey, on revient à Hulk. Tu en as parlé tantôt. Là. Hulk, à la base, c'est un surhomme. Exact. Ce qui t'a amené à réussir, on a parlé tantôt de résilience, de discipline, de travail, puis à un moment donné, c'est ce qui t'a amené à avoir les jobs, à réussir des objectifs. Puis là, ce qu'il était en train de me dire, c'est que ces mêmes qualités-là qui t'ont amené à réussir une partie de ta vie devenaient des défauts pour être capable oui. de la continuer. C'est quand même paradoxal. Oui. Parce que, tu sais, moi, là, j'ai tout le temps été un gars, mes parents seraient ici pour parler de moi, j'ai tout le temps été un gars qui a réagi à l'ultimatum. Moi, là, j'étais une tête de nœud. Si j'avais décidé que je partais, là, tu sais, j'attendais toujours d'être rendu au maximum de quelque chose avant de changer. Puis avant que la maladie arrive, là, entorse lombaire, déchirure de biceps, tendinite, fatigue. Je continue, moi. J'ai décidé que je m'en allais là. Mais à un moment donné, la chaîne a débarqué. T'es un extrémiste. Peut-être. Pas peut-être, parce que là, je m'en vais. Je vais revenir, j'ai de quoi en tête, là. Tu sais, tu me parles de ces qualités-là, de changer ça, mais il y a une partie de ce qui t'a aidé à passer au travers de ça. T'as fait un jeûne, puis pas n'importe quoi, t'as fait un jeûne de 40 jours, 40 quelques jours, là. 42. Ouais, 42 jours juste au liquide, dont 39 jours juste à l'eau, c'est ça? Ouais. 38 à l'eau. 38 à l'eau, puis après ça, 4 jours... À 38, j'ai wipé, fait que j'ai changé. J'ai commencé à prendre du jus. C'est extrémiste solide, là. Puis explique-nous pourquoi tu as fait un jeûne de 42 jours. C'est ça. Le jeûne, là, j'avais quand même lu là-dessus et tout, puis moi, je le faisais pour 2 raisons. La première raison, ça a des bienfaits extrêmes pour le nettoyage du corps. Fait que ça, de 1. Ouais, pas 42 jours. Peut-être pas. Fait que, convaincu dans la littérature que tu avais lue, tu ne parlais pas de 42 jours. Non, il parlait beaucoup de jeûne intermittent ou de jeûne d'une semaine ou 10 jours. Puis je sais pas si tu te souviens, on était au gym à un moment donné, j'étais au comptoir, je commençais à en parler. Puis là, tu m'avais dit, tu sais, si tu fais 3 jours, tu fais 3 jours. Puis, tu sais, si tu fais 4 jours, tu fais 4 jours. Puis, tu sais, si t'arrêtes après, si t'es pas capable, au moins, t'auras essayé. Mais moi, je savais que je ferais minimum 7.
Moi, je m'engageais pour 7. T'es engagé pour 7, t'en fais 42. Après 7, j'ai fait 10. Mais là, je me sentais bien. Fait que j'ai continué 2 semaines, 3 semaines. Après mes 3 semaines, j'ai eu un petit déclic en dedans de moi que ça a fait. Parce que là, entre-temps, j'ai mon cousin qui voyage partout à travers le monde, qui m'envoie un texte qui me dit qu'il a rencontré un naturopathe dans un métro en France ou je sais pas où. Puis il me dit, Martin, il faut que tu fasses 40 jours pour éliminer une maladie. Fait que ça m'a mis en vitesse grand V. C'est-tu prouvé scientifiquement, ça? Je pense pas. OK. Généralement, c'est là qu'ils font ça. On appelle ça la grève de la faim. Pas un jeûne, mais c'est correct. Mais tu sais, je t'ai dit, je l'ai faite pour plusieurs raisons. Il y en a une qui est très importante, c'est que je voulais me rebâtir avec les briques de ma personnalité, mais je voulais défaire le mur que j'étais, nettoyer mes briques, puis refaire une nouvelle structure pour faire un nouveau Martin. Donc, c'est un peu comme si tu avais décidé, on va pas rénover la maison, on va la fourrer à terre, puis on a rebâti une nouvelle. On prend le même matériau, OK, on recycle. puis on la refait. C'est en plein ça. Ça a-tu marché? Oui. Ça a marché. T'es-tu guéri? Non. Je suis encore en traitement. Pas pour le cancer du poumon, ça c'est guéri. Oui. En traitement pour le cancer du poumon. Encore? Ça va. C'est. Ici, c'est correct ou... Ben. c'est complexe. Je suis fonctionnel, mais tu sais, j'ai des nodules au poumon, puis j'ai eu à un moment donné, j'avais des nouvelles métastases qui sont sorties en 2023 au cerveau. Fait que tu sais, c'est toujours... En modulation? Oui, parce que la maladie, elle s'adapte. Puis elle est là, je me suis fait expliquer que c'est un... C'est comme si j'aurais des chevaux puis j'ai un zèbre dans la gang, mais mon système immunitaire, il pense qu'il fait partie du groupe, fait qu'il reproduit sans arrêt. Fait que là, ben, en ayant le zèbre, ben là, c'est quand je parlais du gène ALK, c'est ce qui bloque un petit peu la reproduction de ce zèbre-là. Fait que la maladie. Fait que finalement, t'es rendu avec une maladie chronique, comme le docteur Vogel t'avait dit. Exact. Ce qui est pas mauvais en soi. Donc, on peut dire que ça a fonctionné. L'Allemagne, ça a marché. Ben, je me vois comme un diabétique. L'Allemagne, ça a marché. L'Allemagne, ça a marché. Mais juste l'Allemagne tout seul, je suis pas sûr. Ça prend un... Tu sais, j'épaule beaucoup de gens depuis ce temps-là. Tu sais, mettons, tu connais quelqu'un qui a un cancer, tu sais, qui... Je parle avec les gens, avec... J'ai pas de difficulté à parler de ça. Mais j'insiste beaucoup sur le fait de changer le terrain, de changer... Tu sais, c'est correct de prendre des médicaments. Il faut prendre des médicaments. Mais je veux dire, la personne, quand ça s'est créé, il faut que ça change, ça, ce bout-là. Puis, tu sais, on parle beaucoup de choses, on parle d'alimentation, mais tu sais, les habitudes de vie, puis c'est de l'hygiène de vie, tu l'as mentionné tantôt, tu changes tes amis, ta manière de penser, puis c'est primordial parce que c'est ce qui va te donner, je crois d'ailleurs, la force, puis possiblement l'espoir nécessaire, parce que tu comprends que si tu fais les choses de la même manière, tu vas avoir le même résultat. Exact. C'est en plein ça. Tu as tout compris. Fait que là, tu as encore des traitements, tu prends des médicaments. Oui. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Écoute, demain soir, moi, à tous les 3 mois, je passe dans une machine. Il me scanne l'abdomen au complet, puis un IRM cérébral à tous les 3 mois depuis 8 ans, 9 ans. Puis demain, j'ai mes tests, puis lundi, j'ai mes résultats. Lundi prochain. Tu sais, tu as parlé du nouveau Martin. Moi, je le connais parce qu'on a la chance de se parler souvent, puis on se rejoint sur beaucoup de choses. Puis je l'aime bien, ce Martin-là. Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Ben, tu sais, tantôt, je te parlais de colère. Moi, j'étais un gars, j'avais la mèche assez courte, je pense. J'étais un gars... T'étais Hulk. J'étais toujours en crise. Hulk, toujours en crise. C'est que c'est la colère qui donne énergie à Hulk. Tu
Tu sais, moi, là, mettons que je commençais de quoi, là, je regardais tout de suite l'heure, OK, à quelle heure que je vais finir, parce que là, j'ai d'autres choses à faire, puis j'ai d'autres choses à faire, puis là, je vais m'entraîner après. J'ai jamais voulu arrêter de m'entraîner, jamais. Fait que, tu sais, ça... Mais aujourd'hui, je prends ça, je danse avec tout ça. Je danse. Ouais, c'est ça que je fais. Moi, là, il arrive une problématique, là, je me dis, OK, là, il faut que je me module à ça. C'est parce que c'est arrivé, parce qu'il fallait que ça arrive. Fait que je module, puis j'essaie de danser avec, sans tomber dans l'émotion, sans être en colère, puis pourquoi, puis j'en veux plus de cette énergie-là. Ça, la maladie, elle adore ça. Dans ma tête, ça fait ça. Fait que là, tu focuses sur le positif, puis les gens qui t'aiment. Oui. Les gens que j'aime, puis le fait d'être positif, je me sens lumineux, puis la lumière attire la lumière. Mais ça va te paraître d'autre, ce que je te dis. Des fois, la lumière, elle dérange. Oui. Ceux qui sont sombres. Fait qu'ils s'éloignent. Ça a sûrement fait en sorte, je présume, malgré les challenges, parce que ça fait partie de ça, quand ça arrive, des choses comme ça change la dynamique d'une vie de famille. Mais au final, avec le temps, ça a sûrement eu des effets bénéfiques. Ma femme puis moi, là, on a vécu des hauts puis des bas, puis des bas jusqu'à dernièrement très, très bas. Assez que, tu sais, moi, j'ai tellement changé qu'à un moment donné, on se posait la question, tu sais, peut-être que j'ai trop changé, puis que... Mais tu sais, il n'y a pas de chicane, là. Mais ça nous a amené à avoir une réflexion d'essayer de se comprendre un petit peu plus, puis de continuer à avancer. Puis aujourd'hui, c'est... Je suis gratifiant à la vie parce que le Martin d'avant, là, il serait décédé avant le temps. J'aime mieux vivre avec la maladie que sans. Parce qu'avec la maladie, j'ai des solutions à peu près n'importe quoi. Parce que tout ce qui peut m'arriver de bad luck dans la vie, je me pose toujours la question. Je peux-tu en décéder? Non. Ben, oui, c'est plate, mais il y a des solutions. Fait que ma femme puis moi, ben, on a des solutions. Mon fils, moi, j'ai eu le privilège de bonne journée à l'école. Quand il revient, comment ça a été à l'école? Depuis l'âge... Tu sais, mon gars avait 8 ans là, quand c'est arrivé. Il est rendu à 17. Comment il va? Il va très bien. Mis à part que c'est le cassé avec la clavicule hier au hockey, mais... Ben, il va ça se bien. guérit, ça. Sais-tu quoi? Il m'a dit qu'il était pour grandir de ça. Et voilà. Il a on parle 17 ans, là. 17 ans. Il est en avance sur toi, hein? Oui, puis je suis bien content. C'est le fun de voir nos enfants grandir puis de réaliser que finalement, ils sont des meilleures versions que nous-mêmes à la même âge. Oui. Fait profiter de notre vécu. Tu sais, mon gars, il était bien ébranlé de ça, là. C'était difficile, là. Lui, il était rendu là, dans sa petite tête d'enfant de 8 ans là, qui pensait que sa mère allait faire l'épicerie puis elle reviendrait puis elle pourrait être morte. Parce que lui, il a appris durement comment j'étais malade. Parce que quand j'ai sorti des médias, comme je te disais, les gars m'avaient mis au courant, c'était des pompiers qui me faisaient mes textes. Là. Ils m'ont dit, tu sais, ça va être triste, l'histoire, mais tu sais, ça reste... C'est ton histoire, on n'invente rien. Mais il dit, sois sûr que là, ça va être spreadé partout. Ton gars le savait pas. Fait qu'il faut... Oui, non. Fait qu'il faut avertir toute la famille. Fait que moi, il me dit ça le matin. J'ai dit, parfait, je vais m'occuper de ça à soir. Mais sur l'heure du dîner, TVA Nouvelles ont sorti ça. Mais il y a un de ses amis qui est allé dîner chez eux. Ses parents ont vu ça. Hey, le père Adam va mourir d'un cancer. Mon gars, quand il est revenu le soir, moi, je ne sais pas qui c'est. Moi, je fais ses devoirs avec. Je suis sur le coin de la table. Je fais devoir. Là, je vois qu'il n'est pas pareil. Je dis, qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, il se met à pleurer. Il me regarde, il me dit, papa, c'est-tu vrai que tu as une maladie? Je peux pas lui dire non. Puis moi, je sais pas aussi que je m'en vais avec tout ça, là. Fait que ça, là, tu sais, quand on dit que le cancer, ça change une vie, là, ça change une vie, puis ça change la vie de tous ceux qui sont alentour de toi. Tout le monde. Puis malheureusement, là, tu sais, c'est comme un combat de boxe. Moi, je suis dans le ring, tout le monde est à côté, puis tout le monde crie, puis ah ouais, vas-y. Mais moi, si je tombe au tapis, là, le show est fini. Si ton gars te disait qu'il veut devenir pompier, il veut le devenir. Il veut devenir pompier? Oui. Puis je l'encourage. Explique-moi ça. Je l'encourage parce que c'est un métier
tellement gratifiant. C'est un métier tellement... Tu sais, tantôt, quand je disais... Moi, je me suis tourné pompier parce que avant, j'avais un salaire, j'avais pas de paye. Ce métier-là m'offrait une paye. Puis ça, mon fils, il l'a entendu souvent. Puis il y a ça dans lui d'avoir une paye, dans le sens d'aider les gens puis de faire la différence. Puis quand il a fait son inscription pour l'école des pompiers, ben il fallait qu'il écrive une lettre pourquoi. Puis j'ai adoré ce que j'ai lu, parce qu'à un moment donné, c'était écrit « Je veux compléter ce que mon père a commencé, parce qu'il n'a pas eu la chance de le finir. » Puis ça, là, ça, c'est venu me chercher. Ça a dû aller te chercher. Hein? Ouais, là, j'ai dit, OK, lui, il a des bonnes valeurs, il a des vraies valeurs, il a des belles valeurs. Il y a tes valeurs. Il n'y a pas pogné des voisins. Ben, c'est sûr qu'on a un climat familial que nous, on vit avec la vérité, la paix et l'amour. Ça a-tu changé depuis tes années à toi, le métier de policier, de pompier, excuse, là, parce que là... Beaucoup. Ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais un petit peu moins dans le bain, là, mettons, mais je me suis fait dire par des fils de mes collègues de travail qui entendaient mon nom dans la sensibilisation à l'école de... Des formations sur l'utilisation de l'équipement de protection. Oui. Puis écoute, j'ai même été faire 4 intégrations de nouvelles recrues à Montréal pour les sensibiliser à porter l'appareil respiratoire, les sensibiliser aux maladies professionnelles, parce que les normes CNE, SST, là, toutes les normes de sécurité de travail, on s'entend que il n'y a personne qui a le goût de travailler avec ça. Là. C'est pas le fun. Là. C'est des délais, c'est des obstacles. Mais ça reste que, comme que j'explique aux jeunes, moi, là, j'étais à la caserne 66 à Verdun. Bien, aujourd'hui, la caserne 66 à Verdun, là, ça fait 9 ans qu'elle continue à rouler, puis sa loi, il n'est pas là, puis je pense pas que... Quand j'étais là, je faisais ce que je avais à faire, mais si je suis pas chez nous, là, ça fait une grosse différence. Puis c'est ça qui est important. Il faut faire le travail comme il faut, mais il faut le faire avec la technologie qu'on a, puis avec les nouvelles connaissances qu'on a. Comme on dit souvent, il faut revenir à la maison. Exact. C'est correct de partir et aller travailler, mais le plus important, c'est de revenir à la maison parce qu'il y a des gens souvent qui nous attendent. Bien, le vrai sens de la vie, là, puis l'engagement, là, le vrai contrat qu'on a ici, là, c'est ton garçon, c'est le mien. Family first. Moi, j'ai un contrat avec ma femme, là, je l'ai mariée, mais ça reste que le vrai contrat, c'est mon gars. Ta maladie est reconnue comme une maladie professionnelle. C'est à refaire. Redeviendrais-tu pompier, quand même? Ensuite, moi, j'ai voulu retourner, c'est eux autres qui me veulent pas. Moi, j'ai voulu retourner, mais la loi permet pas qu'un siège qui t'a rendu malade, que tu retournes dans le même siège. Fait que ça a fait que... Mais tu sais, je reviens à Landback, ça me permet d'avoir une paye, parce que là... Tu fais une différence. Ben là, je suis l'ambassadeur de ce produit-là. T'sais, moi, les gars, ils ont investi, eux autres, ils ont tout le côté investissement. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je suis juste là pour pas qu'il y ait d'autres comme moi qui tombent. Puis que, t'sais, moi, là, c'est sûr que je prendrais ces produits-là si je travaillerais. Mais, pour se reprendre ce que tu as dit, tu es juste là. Tu n'es pas juste là. Tu fais partie de l'équipe parce que ce que tu fais, c'est pas juste ça. C'est vrai. Juste pour dire ça de même. Là. Ouais, c'est vrai. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais en train d'écrire un livre aussi en parallèle avec ça. Il y a une fondation qui va aller avec ça. Cette fondation-là, elle va donner à des œuvres pour le cancer. Puis, on aimerait éventuellement, même, tu sais, plus tard, pouvoir, tu sais, avoir une communauté d'échange qu'on pourrait, tu sais, des fois dire, toi, t'as fait quoi? T'es allé où? Tu sais, comme moi, là, mon gars en Allemagne, tu sais, je veux dire, tu n'auras pas ces informations-là ici, là. C'est que tu accompagnes des gens qui sont victimes du cancer pour partager ton expérience puis les épauler dans leur cheminement. Tu trouves ça comment? Gratifiant, grandissant. Et je m'aperçois que j'ai tellement fait un bout de chemin que je suis dans la résilience totale, tu sais. Et j'explique aux gens...
je m'inspire de la vie. Si tu veux être en vie, tu t'inspires de la vie. Je marche en forêt, là, je vois des arbres gros comme ça, ça a 150 ans peut-être. L'autre à côté, il est gros de même. Ils sont tous les deux dans le même axe, même soleil, même terre, même eau. Mais lui, il est mort, le petit. Pourquoi? Mais ça, à un moment donné, là, c'est là que la résilience, elle rentre. Tu fais ton meilleur, tu veux, là. Mais à un moment donné, si t'es né pour avoir... tu sais, toi, là, t'es né, t'es immense. Mais l'autre, il aura peut-être pas les mêmes attributs que toi parce que la vie a décidé que c'était ça. Fait qu'à partir de là, ben, tu peux améliorer ce que t'as, par exemple. Oui. Ça, c'est ça la vraie game. C'est d'améliorer ce qu'on a. Fait que, à partir de là, moi, comment tant je vais vivre, je sais pas, mais je sais que je vais vivre plus vieux avec, comme je te dis, que sans. Tu sais, les médecins, t'es pas pour que tu y ailles en Allemagne. On vient de discuter ensemble. Tu nous racontes ton histoire. Après tout ça, là, les médecins, ils disent quoi de ton cheminement? Ton entêtement? Mon oncologue, que j'ai une très, très belle relation avec lui, parce qu'il a à peu près la même âge que moi, là, maintenant, je suis au chum. On n'en parle pas. OK, c'est tabou. Ben, tu sais, à un moment donné, j'ai comme compris, parce qu'à un moment donné, j'amenais plein de, tu sais, OK, là, je fais des jus de légumes, OK, j'ai une chambre hyper barre, OK, tu penses-tu que, tu sais... Puis là, Mané, il me disait, pourquoi tu essaies tout le temps de trouver une nouvelle solution, tu sais, Mais là, j'ai dit, oui, mais c'est parce que moi, je sais que toi, tu me donnes le meilleur médicament, mais là, je suis arrivé avec ma piscine verte, que moi, il faut que je change le filtre, il faut que je change plein de trucs en arrière. Mais ça, la science, elle tient pas compte de ça. La science ici. Mais ça reste que si tu n'avais pas été en Allemagne, peut-être que tu serais plus ici. Sûrement. C'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas en parler. Mais tu sais, ils sont attachés à un collège de médecins, pareil. Fait qu'il n'y a rien qui a changé depuis le temps. Ton type de cancer, il n'est pas traité comme ça a été traité. Ah, ça, je sais pas, par exemple. Si je l'aurais, mettons, en date, c'est d'aujourd'hui, là, mettons qu'en 2025, tu sais, que j'ai la même maladie, est-ce que je commence à la même place? Je sais pas. Ça, je sais pas. Mais, tu sais, puis en même temps, j'aime pas trop parler de ça parce que je veux pas trop savoir où ce que je suis dans les statistiques. Je veux pas que ça brouille mes cartes. Je te le dis sincèrement, là, je suis allé voir les statistiques de ma maladie parce que j'ai épaulé un jeune, là, puis, tu sais, à un moment donné, il m'a dit, toi, ton pronostic, c'était quoi? Mais, tu sais quoi? Je l'avais jamais regardé. Moi, j'avais juste entendu profiter de votre Noël, puis à partir de là, j'ai fait, OK. Je dis à ma femme, ils savent pas qui je suis, ils savent pas qu'est-ce qu'on peut faire. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, j'ai pas de plan, mais je te garantis que c'est pas vrai que c'est mon dernier Noël. Ça, c'est sûr. Fait que t'es allé voir. J'ai été voir. Quand même. J'ai été le voir, là, peut-être 1 mois et demi. Et puis? C'est pas beau. C'est pas beau. C'est moins de 3% qui s'en sortent. À l'époque. Tu t'en es sorti, là. T'es encore là, là. Oui, 9 ans. 9 ans, puis on continue, là. Ouais. Mais plus je continue, plus ça a de l'impact. Oui, mais ça reste que c'est ça, tu donnes de l'espoir. Moi, en tout cas, moi, c'est de même que je le vois. Ton histoire que tu nous racontes aujourd'hui, je suis convaincu que les gens à qui tu parles, qui vivent sensiblement le même cheminement que toi, ce qu'ils voient, c'est possible. Oui, c'est possible parce que, comme que j'ai dit à tous les gens avec qui que j'ai parlé, je dis, tu sais, je parle changer de terrain, puis je parle surtout d'écouter ton cœur. Ça, là, qu'est-ce que ça te dit? Parce que, tu sais, là, on est rendu dans une société que c'est la tête qui mène, c'est pas le cœur. Puis pense-y comme il faut, là. Quand tu étais dans le sein de ta mère, là, c'est quoi la première affaire qui s'est formée? C'est ta tête, ton cœur. C'est ton cœur. Tout s'est greffé alentour. Fait qu'en bout de ligne, là, quand tu arrives à un point comme moi, là, que tu sais plus si tu vas vivre ou quoi, ben tu t'en reviens à base, puis là, à un moment donné, tu te dis, OK, c'est lui qui mène finalement. Oui, c'est lui. Fait que lui, il veut faire quoi? C'est quoi qu'il veut? La tête va se mettre à travailler en conséquence pour subvenir à ça. Mais j'ai fait le contraire. Quand je dis que j'ai changé, avant, je faisais le contraire. Et là, le cœur est redevenu la base. Oui, parce qu'avant, ma tête, elle disait, toi, tu vas pomper, parce que moi, je veux aller là. Toi, tu vas pomper. Mais là, c'est
Lui, il pompe, puis toi, trouve-moi des solutions, trouve-moi des spécialistes, trouve-moi du stock, charge. Donc, la tête est au service du cœur et non l'inverse. T'as tout compris. J'ai un petit défi pour toi. Ça te tente-tu? Ouais, vas-y. Tu vas te déplacer, tu vas venir avec moi. OK. On va voir si t'étais un bon pompier. Ah oui, Ah c'est oui. bon. Bon, Martin, petit défi, rien de compliqué. On a chacun un marteau, 3 clous. Fait que là, on va... Là, il y en a-tu un qui est plus pesant que l'autre? Lui, il est plus pesant, le tien est plus pesant. Fait que mets-les là. OK. Fait qu'à OK, go, c'est une course? Ben oui! Ah, OK, c'est... Ouais, c'est un challenge, là. OK, parfait. Faut y rentrer 3? Ouais. OK. Bon. Félix, tu me donnes le signal? Hey, là, il n'y a pas de niaisage. 1, 2, 3, go! Hey, mon maudit, toi. Hey, m'a le finir pareil. Et voilà. Têté. Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Microbrasserie, Saint-Pancras. Ils font des produits exceptionnels. Goûtez-y, vous allez aimer ça. Distillerie Québec North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Vous vous entraînez, vous voulez des vêtements de qualité? La Brute. Essayez ça, vous allez l'adopter. Hugo Girard Nutrition, avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Pinard Horticulture, vous avez besoin de plantes et de fleurs, allez voir, ils sont bien meilleurs que moi, je vous le dis. Merci de votre confiance, puis merci d'être là, sans limite. Ouais, finalement, Martin, t'es meilleur avec une hache qu'avec un marteau. Oh, définitivement. Comment t'as trouvé ça? Le marteau? Non, notre rencontre. Enrichissant. Tu sais, c'est pas notre première fois. On a toujours des belles conversations. C'est super le fun. Puis je trouve que on réussit à emmener ça à un autre niveau. Puis c'est ce que j'aime. Le défi que la vie t'a lancé te fait évoluer. Puis même si j'ai pas la maladie ou une maladie, je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme d'avoir ce genre de conversation-là. Fait que j'espère que tu l'as pas juste avec des gens qui vivent un cheminement similaire au tien, mais que tu l'as avec d'autres personnes, parce que je trouve ça bien. Je trouve que c'est le fun, puis ça fait réfléchir. Ben, tant mieux, Colin. Je suis, et comme je te dis, là, moi, je suis dans une gratitude constante. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Martin Salouin pour le futur? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Une pleine santé. Juste ça. Je te le souhaite, Martin. Merci. Merci pour ton temps. Merci. T'es en train de m'avoir, esti. C'est émouvant, hein? Ah, ben... C'est sûr qu'une pleine santé, là, c'est... Tu sais, je vais te faire une... Comment je te dirais bien ça? Je donne beaucoup de conférences. Puis des fois, j'utilise ton exemple et ta résilience parce que je trouve ça formidable. Puis, tu sais, je dis souvent, la santé, on l'apprécie pas nécessairement à la hauteur de ce qu'on devrait. Ouais. Puis on prend ça pour acquis. Puis à un moment donné, t'arrives de quoi? Puis c'est là que tu réalises que finalement, la chose la plus importante que le bon Dieu te donne quand tu viens au monde, c'est la santé quand tu l'as. Puis comment que c'est important, puis comment qu'on devrait travailler toute notre vie pour la garder, la chérir. Oui, la chérie. La chérir, parce que c'est le plus beau cadeau
qu'on n'a pas, parce que quand la santé va pas, il n'y a plus rien qui va. Ça, là, ce que tu dis, là, c'est tellement vrai parce que moi, là, quand que c'est arrivé, là, j'étais prêt. Ma femme, là, on a eu une discussion, là, on était prêt à aller retourner vivre en appartement. Tout vendre ce qu'on avait, tout revenir à... Tu sais, j'étais prêt à tout redonner ce que j'avais durement gagné juste pour retrouver une pleine santé, puis juste... Tu sais, le soleil, il se lève pour tout le monde, là. Parce que au final, tous nos biens, c'est pas important. Tu sais, une fois qu'on est parti, là, la maison qu'on avait après 50 ans, peut-être qu'elle n'existe même plus. C'est même plus du monde que tu connais qui vivent dedans. La voiture qui te rendait tellement fier, ben, elle est à fourrière, elle est rendue à la cour à scrap, elle n'existe plus non plus. C'est ça. Puis tu sais, à un moment donné, après 75 ans, il y a peut-être même personne qui se souvient de toi. Fait que tous les moments qu'on passe à se casser la tête, quand t'es en santé, profites-en. C'est le temps de vivre là. Oui. Pas plus tard, parce qu'on le sait pas. Quand est-ce que ça va finir? Puis, tu sais, aussi, là, pour ajouter à ce que tu dis, le temps, c'est une belle richesse. Puis j'ai réalisé dans le Nouveau Martin que donner du temps, c'est c'est quelque chose, là. C'est le plus beau précieux. Oui. C'est précieux. Donner du du temps, c'est... Puis moi, c'est pour ça que je suis redevant à la vie, parce que j'en donne du temps, puis ça me fait plaisir, puis je me dis, c'est l'affaire la plus précieuse. Mais malheureusement, les gens le comprennent pas tout le temps. Fait que quand on donne de notre temps à quelqu'un, ça a une valeur. Oui. Parce que ce temps-là, on le prend pas pour nous autres, ou on le prend pas pour quelqu'un d'autre qui l'apprécierait à la hauteur de la valeur que c'est. Ça a une valeur, puis ça a une valeur permanente. T'as pas besoin d'en remplacer. Le temps que t'as passé avec quelqu'un, ça reste gravé, c'est fini, c'est rentré. Ça s'élimine plus. Je te souhaite de la santé, mon chum. Hey, merci beaucoup. Merci du fond du cœur.